Parce qu'il y avait justement, on avait mis en avant la théorie du complot islamiste Absolument. Dans ces attentats. Vous étiez parmi les rares personnes, M. Mason à l'époque, à réfuter cette théorie, ce complot. Ouais. Donc la question qui se pose, bien sûr à rejeter également la version gouvernementale officielle du 11 septembre. 9 ans après, M. Mason, qu'est-ce qui reste de cette version, de cette théorie? Écoutez, je crois qu'il n'en reste rien sur le plan intellectuel, puisque pratiquement tous les points qui avaient été avancés par l'administration Bush pour justifier de cet événement ont été démentis par des études nombreuses, par des documents, par des témoignages, et tous absolument concordants, rien n'allant dans l'autre sens. Donc voilà, c'est un mythe qu'ils ont créé, dont ils continuent à se servir. Hein. Probablement l'administration Obama a un instant pensé à changer son discours et tout, mais ça n'a pas tenu, parce qu'en fait ils n'ont pas de discours de rechange. Alors ils sont revenus à ce mythe, et l'une des caractéristiques de ce mythe, comme vous le disiez à l'instant, c'est qu'elle resserre la vieille théorie du complot, donc, et cette fois-ci en l'appliquant au monde musulman. Alors c'est quelques extrémistes musulmans qui auraient commis ces attentats gigantesques. Quand on voit ça, c'est quand même un discours enfantin. Hein. Venir raconter que 19 personnes dans une grotte en Afghanistan ont été capables de tenir en échec la plus grande puissance militaire du monde, dont le budget militaire à lui tout seul est équivalent à plusieurs fois le budget militaire de toutes les autres nations réunies. Bon, c'est bien pour les bandes dessinées que les gens lisent aux États-Unis, mais c'est quand même une telle bêtise qu'on a du mal à comprendre comment une histoire pareille a pu être développée. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec plusieurs objectifs. D'abord, ils voulaient installer un système militaro-policier, une forme de dictature aux États-Unis, et c'est fait. Hein, c'est fait, c'est très clair. Les libertés fondamentales garanties par la Bill of Rights ont été suspendues. Un système de police politique insensé a été développé dans le pays, alors sous le nom de contre-terrorisme, mais la récente étude du Washington Post nous montre qu'on a créé une administration secrète de 850 000 personnes pour espionner leurs concitoyens et les tenir. Bon. Donc ils ont mis cette chose-là. Leur objectif, c'était de lancer une série de guerres dans le monde. Vous vous souvenez peut-être, à l'époque, ils avaient déjà attaqué l'Afghanistan et j'avais expliqué que ça n'était que la mise en bouche qu'ils allaient continuer leur progression, qu'ils allaient attaquer l'Irak. Alors là, tout le monde, la presse atlantiste bien pensante avait développé ses critiques en disant que j'étais un anti-américain obsessionnel, que les États-Unis étaient allés en 91 en Irak, d'accord, mais c'était une vieille histoire, ils n'avaient aucune raison d'y retourner. Eh bien si, évidemment, ils y sont retournés et on a vu pour quel désastre. Et ceci devait se continuer par d'autres guerres. Il était spécialement prévu et annoncé en détail d'attaquer la Syrie, puis l'Iran. Mais ce projet grandiose de domination de tout le Proche-Orient, il disait reshaping the Greater Middle East, il disait qu'ils allaient remodeler le grand Moyen-Orient, qu'ils allaient casser chaque État et qu'ils en créeraient de nouveaux et que les peuples devraient se soumettre. Bon, tout ça s'est arrêté lorsque l'armée israélienne a été tenue en échec par le Hezbollah au Liban, rendant impossible l'attaque de la Syrie. Il paraît que les autorités américaines, M. Mason, craignent que toute la vérité, toute la lumière soit faite sur les attentats du 11 septembre. Déjà, en effet, les autorités américaines ont perdu
en crédibilité à cet égard. C'est pourquoi cette année, 2 événements sont venus en quelque sorte brouiller le paysage politique relatif à ces attentats, à savoir le projet de construction d'un centre islamique à Manhattan et surtout ce projet de brûler le livre saint des musulmans. Et vous savez, hier, en effet, quelques extrémistes ont mis le feu au Saint-Coran aux États-Unis. Alors, et cela au moment où, d'une part, l'administration Obama avait promis un rétablissement des relations avec le monde de l'islam, et d'autre part, au moment où les autorités de la Maison-Blanche insistent sur le fait que la liberté de culte est respectée aux États-Unis. Alors, comment évaluez-vous justement cette situation, M. Messin? D'abord, c'est une guerre psychologique. Il y a 2 aspects dans cette affaire. Il y a un premier aspect de provocation. Bon, qu'est-ce qui peut provoquer le plus un musulman? Eh bien, alors on va brûler des Corans. Bon. Donc, et on espère qu'il va y avoir en face une réaction, parce que quand il y aura en face une réaction, nous aurons droit dans les médias occidentaux à toute une propagande qui va nous présenter ces méchants musulmans qui s'irritent pour n'importe quoi. Après tout, ça n'était jamais que du papier qu'on a brûlé, etc. Bon. Donc, toujours la même idée de dresser les gens les uns contre les autres. Bon. Le deuxième aspect, c'est que les États-Unis ont besoin de se refaire un visage régulièrement. C'est une technique qu'ils mènent avec succès d'ailleurs depuis une 60aine d'années. Ils commettent des guerres, des destructions, et ils ont une capacité à faire oublier tous les crimes antérieurs et à nous rappeler chaque fois que oui, on recommence à zéro. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit le président Obama dans son discours du Caire. Dans le discours du Caire, il n'a jamais fait la moindre autocritique, il n'a jamais reconnu les crimes commis par les États-Unis dans le monde musulman, ni évoqué réellement les crimes de la colonisation européenne dans le monde musulman. Il a simplement dit, voilà, le passé est chargé, tout ça est très dommage, repartons sur de nouvelles bases. Mais on ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça, évidemment. Il faudrait d'abord faire un état des lieux, il faudrait se demander comment on en est arrivé là, il faudrait résoudre les problèmes et pas faire semblant qu'on peut passer au-delà et tout oublier. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Alors, dans le cas des autodafés de Coran, bon, on tiendra le symbole de l'autodafé, qui est quand même pour toutes les cultures du monde, brûler des livres, de toute manière, c'est un symbole extrêmement fort d'une négation, d'une fermeture intellectuelle, c'est quelque chose de très violent. Choisir de brûler des Corans à destination du monde musulman, on ne peut pas trouver plus agressif. Hein. Mais eux, ce qu'ils veulent faire, c'est d'un côté exciter ça, et de l'autre côté donner l'impression de le contrôler. Non. Il y a la polémique, vous rappelez, liée sur le centre islamique de Ground Zero, et il y a cette polémique sur les autodafés. Donc, dans un premier temps, on laisse tout le monde s'exciter. Dans un deuxième temps, les dirigeants aux États-Unis vont proposer des solutions. Alors, c'est-à-dire on aura déjà brûlé des Corans, hein, mais on va proposer quelque chose pour être culturel. Peut-être il ne sera pas, on donnera de l'argent pour qu'il soit plus beau ailleurs, ou je ne sais pas, on trouvera quelque chose de ce genre-là. Et à ce moment-là, on fera des grandes déclarations en disant, voyez, mais oui, il y a des extrémistes chez nous, c'est vrai, mais il y en a partout. Bon. Mais nous, en tant que gouvernement, nous maîtrisons cette situation, nous garantissons la liberté de conscience, la liberté de religion, etc. Ils vont nous tenir ce discours. Et pendant qu'on nous occupe avec tout ça, on est prié d'oublier qu'au cours des 10 dernières années, les États-Unis ont tué entre 1 million et 2 millions de musulmans dans le Proche-Orient. Ça ne compte plus. Cette manière de faire, de toujours trouver un dérivatif, il y a toujours voilà, on va créer un scandale et on vous occupe avec ce scandale, qui au fond est minime,
et on va vous faire oublier des crimes gigantesques. Voilà, ça c'est leur technique. Monsieur Tortiguier a évoqué le rôle là, des sionistes, justement. J'aimerais bien remonter un peu en arrière. Avec l'OTAN, on s'interroge davantage sur l'implication des sionistes, bien sûr, des documents à l'appui, dans les attentats du 11 septembre. Alors, comment évaluez-vous le rôle des sionistes dans les attentats du 11 septembre, mais aussi dans cette récente démarche blasphématoire, à savoir l'autodafé du Saint-Coran? Alors, sur cette question de l'implication du mouvement sioniste dans les attentats du 11 septembre, beaucoup de choses ont été dites et écrites qui sont erronées, et je pense qu'ont été écrites de manière volontairement erronée, pour finalement saboter cette discussion. Or, il y a des éléments très précis. Bon, je vais faire simple, mais si vous voulez, les attentats du 11 septembre, ils ont été organisés par un groupe militaire à l'intérieur des États-Unis, avec des appuis en Grande-Bretagne et en Israël. Le rôle des Israéliens aura été, d'une part, de fabriquer toute l'histoire, c'est eux qui ont fabriqué l'histoire du 11 septembre. Tout le mythe, c'est fabriqué par eux à chaque instant, comme je vais vous l'expliquer plus en détail. Et d'autre part, de faciliter la mise en œuvre technique de la chose. Les Israéliens ne sont pas intervenus dans la question des missiles ou des choses comme ça. Mais par contre, ils ont joué un rôle absolument central dans la préparation de l'attentat lui-même, puisque vous savez que le World Trade Center a été repris 2 mois avant les attentats par M. Larry Silverstein, qui en est devenu le propriétaire pour 99 ans. Et M. Silverstein est un des plus grandes figures sur le plan financier du mouvement sioniste mondial. Il était, et il est toujours, le véritable bras droit de M. Netanyahou. Depuis une vingtaine d'années, ils ont une communication téléphonique au moins une fois par jour, tous les deux. Ils l'ont dit plusieurs fois. M. Silverstein était le trésorier des campagnes électorales de M. Netanyahou. Donc on doit se souvenir qu'au moment des attentats du 11 septembre, officiellement, M. Netanyahou se retire de la vie politique, il disparaît. Il va être très occupé pour préparer tout ça. Il disparaît et son ami Silverstein donc prend la location du World Trade Center. Silverstein évacue la société qui était chargée du gardiennage du World Trade Center. Il installe une nouvelle société, Securacom, qui est dirigée par Marvin Bush, le frère du président Bush. À ce moment-là, ils ont donc le contrôle complet de l'espace qui va servir aux attentats. Ça leur permet d'installer les explosifs dans les tours. C'est un travail très long, ça ne peut pas se faire en quelques jours, c'est un travail vraiment très long. Et ils ont également le contrôle du PC de commandement d'où ont été menés les attentats de New York. Il y a un autre PC qui s'occupe de toutes les questions aériennes qui était installé à Au-Foot. Mais le PC pour les attentats dans les tours était dans la tour numéro 7. Donc là, ils ont le contrôle de cet ensemble. Si l'on revient à leur rôle dans l'écriture de la fiction du 11 septembre, à ce moment-là, d'abord, le Mossad avait le contrôle des 19 individus que l'on a accusés d'être des pirates de l'air et qui, comme vous le savez, ne sont jamais montés dans ces avions puisque nous avons les listes d'embarquement publiées le jour même par les compagnies d'aviation avant que le FBI n'ait le temps d'intervenir. Bon. Donc ils ne sont jamais montés dans les avions, il n'y a jamais eu de pirates de l'air et comme il n'y en avait pas, ils ne pouvaient pas être musulmans. Bon. Mais il y a 19 individus qu'on a promenés un peu partout pour leur faire endosser le crime. Et vous savez qu'il y a eu peu après l'arrestation de 120 agents du Mossad qui étaient sous couverture d'étudiants en arts plastiques. Nous avons le rapport de l'immigration avec les noms de ces 120 personnes au moment de leur expulsion et leur adresse. Et nous avons par ailleurs
les documents fournis par le ministère de la Justice avec les noms des 19 prétendus pirates de l'air et leurs adresses. Si vous comparez les deux, vous allez voir que les agents du Mossad habitaient les maisons mitoyennes des prétendus pirates de l'air. C'est-à-dire que ces pirates de l'air, c'était des gens qui avaient travaillé, dans certains cas, pour les États-Unis, pour l'Arabie Saoudite, pour le Pakistan ou pour Israël avant. Et on les a promenés et il y avait alentour des agents du Mossad qui se débrouillaient pour laisser des traces ou éventuellement enlever des éléments qui auraient pu contredire la version officielle. Donc ils ont fabriqué les gens comme ça. Après, dans la fabrication de la version gouvernementale, vous avez cette commission qui va être mise en place par le président Bush pour exonérer le président Bush. Ça, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, hein, puisque tout le monde dit qu'il est suspect, alors il nomme lui-même sa commission qui dit qu'il est innocent. Et dans cette commission, nous savons maintenant que ça a été écrit par les coprésidents de la commission qui ont rédigé un livre pour dire eux-mêmes qu'ils ne croyaient pas au rapport qu'ils avaient signé. Et ils disent que toutes les auditions ont été verrouillées par M. Philippe Zelikow. M. Zelikow, outre le fait d'avoir été l'ancien amant de Mme Rice, était quelqu'un de très impliqué dans le mouvement sioniste. Il a la double nationalité aussi, il est israélien. Et le rapport lui-même, après le verrouillage des auditions, le rapport lui-même a été écrit par Benjamin Rhodes. M. Rhodes, c'est l'actuel conseiller en communication stratégique de Barack Obama. Mais c'est un sioniste flamboyant, hein, ayant lui aussi la double nationalité, etc. Donc c'était vraiment la spécificité, ce qui avait été confié aux Israéliens, c'était d'organiser le mythe. Et ils y tenaient beaucoup, parce que organiser le mythe, c'était organiser la guerre des civilisations. Or, si on revient un petit peu en arrière, on se souviendra que tout le discours sur le prétendu terrorisme islamique a été fabriqué à l'occasion de congrès organisés par M. Netanyahou et M. Bush père. À l'époque, M. Netanyahou n'intervenait pas en tant qu'homme politique, mais qu'on se souvienne, il intervenait en tant que responsable des services secrets militaires de Hamal. Et M. Bush, le père, intervenait en tant qu'ancien directeur de la CIA. Donc, on voit très bien comment ce système a fonctionné et quels sont les liens entre eux pour déboucher sur cette mise en cause générale du monde musulman. Qu'a-t-on à reprocher au monde musulman en réalité, hein, simplement, les musulmans ont un tort très grave. Merci. Ils habitent là où il ne fallait pas. Que faites-vous sur nos puits de pétrole? C'est aussi bête que ça.